Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer. 9 jours de négociations pour sortir la Côte d'Ivoire de la crise. Les discussions ont débuté aujourd'hui à Marcoussis, près de Paris. Un policier a été tué à l'arme blanche et 4 autres blessés lors d'une interpellation dans l'affaire de la Ricine. La Grande-Bretagne est sous le choc. Enfin, l'or pour Carole Montillet au supergéant de Cortina d'Ampezzo. Elle s'impose sur la piste où son amie Régine Cavagnou avait gagné la descente il y a tout juste 2 ans. C'est la table ronde de la dernière chance. Tous les acteurs de la crise en Côte d'Ivoire le reconnaissent. Les négociations ont débuté aujourd'hui et pendant 9 jours, personne ne sortira du centre de Marcoussis. Un premier espoir de règlement donc après 4 mois de crise profonde. Nora Boubetra, Denis Bassompierre. Marcoussis, petit village de 7000 habitants au sud de Paris. C'est ici que va se jouer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Derrière les grilles du Centre national de rugby, à l'abri des regards. Le projet est ambitieux. Les délégations ont 9 jours pour mettre fin à une crise qui dure depuis maintenant 4 mois. Tout a commencé ce matin au centre de conférence internationale. Le premier rendez-vous avec la paix a lieu à Paris. Autour de la table, les frères ennemis, les uns à côté des autres. Gouvernement, principaux partis politiques et les 3 mouvements rebelles. Dès l'ouverture de la conférence, Dominique de Villepin donne le ton et rappelle à chacun ses responsabilités. Sur des principes clairs. Pensons aujourd'hui et demain à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Nous n'avons pas, vous n'avez pas le droit de les décevoir. La France veut à tout prix éviter une guerre civile généralisée. Lui aussi mise sur la médiation de la France. Henri Konan Bédier, l'ancien président ivoirien, ne s'était pas exprimé depuis 1999, date à laquelle il avait été chassé du pouvoir par un putsch. Il faut simplement, par cela, que les uns et les autres aient confiance en le médiateur. Et la France est l'ami des peuples africains. La France est une puissance africaine. Dans les couloirs, il y a là aussi un autre revenant, l'opposant Alassane Ouattara, l'ancien Premier ministre que certains journaux à Abidjan accusent de soutenir les rebelles et menacé de mort. Il vit en exil en France. Il faut que la paix revienne. Et à l'issue de cela, il faut maintenant de nouvelles élections présidentielles, de nouvelles élections législatives pour que ce pays démarre sur des rails de bonne gouvernance et de totale démocratie. Eux ne sont pas d'accord. Ce sont les supporters du président ivoirien Laurent Gbagbo. Pas question pour eux de convoquer de nouvelles élections et ils le font savoir aux délégations présentes. Voilà qui augure mal des pourparlers de Paris. Le peuple ivoirien espère beaucoup de cette négociation qui se joue en France. La table ronde est à la une de tous les journaux et on imagine à quel point l'attente est grande après cette longue période de crise. Le reportage à Abidjan de nos envoyés spéciaux, Robert et Georges Minangwa. Beaucoup d'Abidjanais s'intéressaient ce matin au titre de la presse. À la une des journaux ivoiriens, la table ronde de Paris, une conférence de la paix qui stigmatise les opinions. Nous qui venons des zones insurgées, nous souhaitons qu'au sortir de cette conférence, que les gars trouvent une solution adaptable et que cette guerre s'arrête. C'est tout. Car nous commençons à en avoir marre. On peut régler les problèmes qui aujourd'hui se passent dans le pays afin que nous les Ivoiriens nous retrouvons la paix. Et nous ne sommes pas habitués à la guerre. Le dialogue à Paris ne sera pas chose facile, car ici, les gens ne se parlent plus, ils s'invectivent. On parle de nationalisme et d'ingérence française. Dites-moi seulement un seul nom d'un pays dans le monde qui a plus de 26% d'étrangers sur son sol. Il n'y en a pas. Mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants, vous les Européens. En France, à Ouassi, lorsque vous descendez de l'avion, où passe le français est différent où passent les autres. Côté pouvoir, on considère la conférence de Paris comme une solution possible, mais pas ultime. Le président Gbagbo n'entend pas faire de concessions. Je pense que les rebelles ont eu tort de prendre les armes. C'est à ceux qui ont tort qu'on doit demander de revenir dans la légalité. C'est ça qui est le principe de la discussion. Le dialogue à Paris se présente comme un exercice difficile. Difficile non seulement pour les Ivoiriens, mais également pour la France. Car si la conférence de Paris échoue, il n'y aura pas d'autre issue que le retour à un conflit armé.
Cela s'annonçait comme la troisième vague d'interpellations dans l'affaire de la ricine, mais l'opération a très vite tourné au drame. Un policier a été tué à l'arme blanche et 4 autres ont été blessés la nuit dernière à Manchester. Sophie Guillaume. Stephen Hawke avait 40 ans, il était père de 3 enfants. Hier soir, dans cette maison de Manchester, il a été poignardé à mort. Le policier participait à une opération antiterroriste. En compagnie de ses collègues, il venait d'arrêter 3 hommes et s'apprêtait à fouiller les lieux. Alors que la perquisition se mettait en place, l'un des suspects a réussi à se libérer. Il a saisi un couteau de cuisine et a attaqué plusieurs policiers. Malheureusement, l'un d'eux est mort de ses blessures. Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre comment le suspect, âgé de 27 ans, non menotté, a bien pu échapper à la vigilance de ses gardiens. Aujourd'hui, à Manchester, comme dans tout le pays, le drame provoque une immense émotion. Le Premier ministre lui-même a tenu à rendre hommage aux policiers décédés. C'était un bon père de famille et un très bon officier de police. Nous pleurons sa disparition. Sa mort doit nous renforcer dans notre détermination à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes. L'opération de cette nuit était liée à l'enquête menée après la découverte de ricine dans cet appartement du nord de Londres. La ricine, un poison extrêmement violent, susceptible d'être utilisé comme arme de destruction massive par des terroristes. Toute la nuit et encore ce matin, les enquêteurs ont cherché des traces de ce produit dans la maison de Manchester. Ils ne semblent pas en avoir trouvé. Quant aux 3 terroristes présumés, tous 3 d'origine nord-africaine, ils ont été entendus toute la journée par les policiers. En France, les anciens beaux-parents d'Abderrazak Besseguir ont été mis en examen aujourd'hui et écroués. Dans le même temps, le bagagiste de Roissy, retourné pour la première fois à l'aérogare, son badge lui a été rendu. Il va pouvoir reprendre le travail. Sandrine Aramon. Libéré depuis vendredi, c'est entouré de ses amis qu'Abderrazak Besseguir reprend enfin le chemin de l'aéroport de Roissy. Le bagagiste est sur le point de retrouver son honneur, son travail. On va dire que je commence à revenir dans le cours normal de la vie, quoi. L'entretien avec la police de l'air et des frontières durera quelques minutes. À sa sortie, Besseguir retrouve son badge d'accès aux avions, un retour à la normale, sans rancune. Vraiment, ils compatissaient, quoi. Donc c'est que... Je pense qu'ils font leur travail, hein. Ils font leur boulot, tout simplement. C'est dur des fois de juger, mais quand on a un temps limite, il faut savoir juger justement. Si j'aurais été vraiment un terroriste, ça aurait été bien qu'il l'ait fait. Au même moment, l'histoire s'accélère au tribunal de Bobigny. Les anciens beaux-parents du bagagiste sont entendus et finalement écroués en fin d'après-midi. Le juge des libertés a décidé de les mettre sous mandat de dépôt, tous les deux. Monsieur va être incarcéré à Villepinte et madame à Fleury-Mérogis. Les raisons de la machination présumée ourdie par le couple Béchéry, c'est la mort brutale de leur fille dans un incendie en juillet dernier, un drame dont il tenait pour responsable Besseguir. Il faut que cet homme et cette femme, dans la proportion de leurs responsabilités, expliquent à partir de leur malheur. Je rappelle que c'est la mort dans des conditions tragiques de leur fille qui les a bouleversés, ont été amenés à monter cet incroyable, inexplicable complot. Selon des sources proches de l'enquête, une commission rogatoire internationale devrait être délivrée à l'encontre d'un 3e membre de la famille Béchéry, parti précipitamment en Algérie en début de semaine. La Cour d'appel confirme la condamnation de l'ancien préfet Bonnet. La peine, je vous le rappelle, était de 3 ans de prison, dont 1 ferme. Bernard Bonnet, qui n'a passé que 2 mois en détention. Il n'était pas à l'audience aujourd'hui, mais il se pourvoit en cassation. À Bastia, Caroline Sins et Éric Janet. Yves Ferraud retrouve pour la dernière fois en Corse ceux qui ont incendié sa paillote. Ils sont tous là, sauf un, le préfet Bernard Bonnet, resté à Paris avec ses avocats. Il ne voulait pas être jugé en Corse et il refuse aujourd'hui d'entendre sa condamnation. Ça laisse penser qu'il avait peut-être quelque idée que la condamnation était dans l'air. Et à mon avis, ça peut donner aussi un sens, ça affaiblit en quelque sorte le caractère solennel de la décision qui est rendue aujourd'hui en audience publique avec toutes les parties. Le préfet est le plus lourdement condamné. 1 an de prison ferme, assorti d'une privation de tous ses droits civiques.
Il va se pourvoir en cassation. Ses anciens amis le détestent aujourd'hui et dénoncent les privilèges qui lui sont accordés. La page n'est pas près d'être épuisée avec un Bernard Bonnet qui est défendu aux frais du contribuable, je le rappelle, depuis une décision du ministre Chevènement. Toutes les peines ont été confirmées. 6 mois ferme pour Gérard Pardini, le capitaine Ambrosse et le colonel Mazer qui se pourvoient en cassation. Pour le colonel, un seul objectif, la relaxe pour assurer son avenir. Il est toujours devant moi, c'est à moi à faire mes preuves et je compte prendre ma revanche. Je m'entends professionnel, mais je prendrai ma revanche. Les gendarmes du commando, condamnés à du sursis, veulent, eux, tourner la page. Tous ont perdu leurs illusions en Corse. Un seul a quitté la gendarmerie, mais cette affaire a laissé des traces. Bien sûr que ça reste douloureux. Oui, ça reste douloureux, mais maintenant il faut fermer, il faut arrêter. Donc moi, aujourd'hui, j'espère que c'est la dernière fois que je vais me représenter devant la justice. Le jugement a été rendu dans la plus grande indifférence du public corse. Aucun des protagonistes condamnés n'ira en prison. Le feuilleton judiciaire continue, mais à Paris, devant la Cour de cassation. En Corse, l'affaire des paillotes est bel et bien terminée. Confirmation aussi pour Magali Guillemot. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi aujourd'hui. Elle avait été reconnue coupable de la mort de son petit garçon Lubin et condamnée à 10 ans de prison. Son avocat envisage un recours en grâce. Une famille de la métropole lilloise vit un véritable enfer. Elle est persécutée sans arrêt après que l'adolescente ait dénoncé une affaire de viol collectif dont elle était victime. Harcèlement, insultes, malgré un premier déménagement, la situation ne fait qu'empirer. Sylvain Lequesne. Depuis plusieurs jours, Sarah ne sort pratiquement plus de chez elle. Il y a un an, cette collégienne de 14 ans était victime de plusieurs viols collectifs. Les 9 agresseurs présumés ont été arrêtés et mis en examen, mais depuis, elle et sa famille subissent des représailles de la part d'inconnus, bien qu'ils aient déménagé pour un lieu tenu secret. Parce qu'il y a des jeunes qui viennent, ils viennent jusque sur le palier, ils écrivent sur les murs, ils mettent des feuilles dans les escaliers, ils font pipi dans les escaliers devant la porte, et voilà. Les menaces verbales, puisque moi je les ai surpris en train de parler entre eux. S'ils attrapaient ma fille, bon, qu'ils la lâcheraient pas, quoi. Le père de Sarah a porté plainte et des rondes de police ont été organisées. Mais la famille se prépare néanmoins à déménager une seconde fois pour échapper à ces intimidations envers Sarah. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle ait une vie comme les autres, qu'elle va à l'école normalement, qu'elle se fait des copines parce qu'elle perd toutes ses copines. Dès qu'on aura un nouveau logement, au moins pourra reprendre une vie normale. Et au moins se fera des nouvelles amies, puis après, tout ira bien normalement. Dans quelques jours, 5 des agresseurs présumés, tous mineurs, vont être libérés dans l'attente du procès prévu en fin d'année. D'ici là, la famille de Sarah espère avoir quitté le Nord pour retrouver un peu de sérénité. Le débat se poursuit à l'Assemblée nationale à propos de la loi sur la sécurité intérieure de Nicolas Sarkozy. Malgré les protestations de l'opposition, le texte passera a priori sans problème. Il faut dire que l'UMP bénéficie d'une majorité absolue, 365 députés. Un groupe qui a pourtant des états d'âme et qui aimerait bien les exprimer. Le gouvernement y est très attentif. En première ligne, Jean-François Copé, le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui joue sans cesse les démineurs. Daniel Sportiello, Christian Walter. Il y a des pistonnés dans l'Assemblée nationale. Pistonnés, c'est Jean-François Copé qui le dit. Certains députés seraient mieux servis que d'autres. Et parce qu'il est difficile de partager équitablement la galette, quand il y a 425 députés dans la majorité, certains ont forcément des états d'âme. Et le ministre chargé des relations avec le Parlement doit tout faire pour que ces états d'âme ne se transforment pas en mauvaise humeur. Marathon continue. Parfois on fait du cocooning, puis parfois il ne faut pas non plus se laisser engueuler. Dans la fatigue, l'énervement, le stress, à 2 h du matin, de temps en temps, il y a des petites explications de gravure. Bon, on se dit les choses, puis ça va tout de suite beaucoup mieux. Et la séance de cocooning la plus appréciée par les parlementaires de la majorité, c'est le déjeuner à Matignon. Avec les députés, Jean-François Copé fait du sur-mesure. Ça va toi? J'ai bien reçu des feux, mon petit chéri. Voilà. T'as pas trop de soucis dans l'ordre du jour? Si. Et quand le ministre s'affaire, le Premier ministre lui-même confirme qu'au gouvernement, on prend très au sérieux le malaise de certains députés. Il y en a qui à un moment espèrent être ministres et ne le sont pas, et donc il faut être gentil avec eux. Il y en a d'autres à un moment qui voudraient tel rapport, qui voudraient tel amendement, c'est pas toujours possible, donc il faut pouvoir gérer ça humainement, c'est ça la clé.
Et même s'ils sont au centre de toutes ces attentions, certains députés en ont gros sur le cœur. Quand on est dans la majorité, c'est ferme ta gueule. Et on va voir le député, on dit, tu sais, hein, ton amendement il est très très bien. Mais ce serait quand même bien si tu pouvais le retirer parce qu'on s'est tellement battu à Matignon pour avoir l'arbitrage et le faire. Et c'est souvent vrai. Donc voilà ce qui est ingrat. Je note qu'un certain nombre de sujets de fond ne sont pas bien traités, en particulier lorsqu'il y a eu la niche parlementaire sur la pornographie et la télévision. Il est évident que cela n'a pas été bien géré par le groupe. En cas de mécontentement, c'est Jean-François Copé qui fait tampon entre les parlementaires et le gouvernement. Et ben voilà, session qui redémarre. Depuis le mois de juin, il est intervenu 5000 fois pour des problèmes de trottoir, des demandes de décoration et même des rendez-vous pour les députés dans un ministère. Bref, la routine, alors on peut toujours rêver. Et ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais à coup sûr, le quotidien va vite le rattraper. La SNCF prévoit une nouvelle réduction des effectifs. 2243 postes seraient supprimés. Ce sont les premières indications sur le projet de budget 2003, alors que le climat social est déjà tendu. C'est la fin d'une grande tradition. La verrerie de Givors avait été créée par ordonnance royale en 1749. Elle a effectué sa dernière coulée la nuit dernière. Un moment très émouvant pour les salariés qui assistaient à la mort de leur usine qui sera d'ailleurs détruite. Valérie Bonnet et Pierre Lachaud sur place. Il est de l'ultime brigade du matin. Une dizaine d'employés de fabrication qui, dans une usine fonctionnant en 5-8, prennent leur service à 4 heures au milieu de la nuit. La verrerie crache ses derniers pots et c'est eux qui seront en poste à l'heure de l'arrêt définitif. J'ai pas envie de me lever. Hein. Parce que tu savais que ça allait finir aujourd'hui? Ouais, malheureusement, ouais, je le savais. Ouais. Ah, mais c'est un peu dur, mais bon, faut le faire, quoi. Mais par rapport au respect de l'usine, même. Voilà, je vais récupérer tous mes bleus. Voilà tout. Je vais récupérer mes bleus aujourd'hui. C'est le dernier jour. On doit arrêter normalement à 6 h et puis on verra comment ça va se passer, quoi. Bah aujourd'hui on va arrêter le fou, hein. Je voulais faire. C'est la loi. Seul dans le local de la CGT, ce futur pré-retraité se prépare aussi au rendez-vous. 22 mois de combat syndical oblige, son bleu ne sert plus que dans les grandes occasions. Aujourd'hui c'est la dernière fois que je le mets, c'est depuis 34 ans. À 15 jours près. Voilà. C'est les larmes aux yeux presque. Les verriers de Givors ne sont pas chargés de la mission douloureuse. C'est une entreprise extérieure sans état d'âme qui prend position pour la percée du four. Un lent filet de verre en fusion, la soupe comme ils l'appellent, sort du ventre de briques. Presque 400 tonnes de matière à vider. L'opération est prévue sur 24 à 36 heures. Le verre réduit en poudre sera expédié dans une autre verrerie du groupe BSN. Le four numéro 8 lui mettra peut-être une semaine à se refroidir, mais tout est déjà fini. À ce tour-là, c'est terminé, il n'y a plus de production et c'est définitif. Un grand barbecue. Allez Michel. Allez, bon bébé. C'est la bûche. Nouveau paysage de cauchemar en Galice. De nouvelles nappes sont arrivées sur les côtes espagnoles 2 mois après le naufrage du Prestige. D'après une première estimation, le nettoyage coûtera 1 milliard d'euros à l'Espagne. En France, les pêcheurs du bassin d'Arcachon ont déversé 2 tonnes de fioul devant les affaires maritimes cet après-midi. Ils protestent contre l'absence de garantie écrite d'indemnisation de l'État. 12 tonnes de fioul auraient été ramassées ce matin au niveau de la dune du Pilat. Ludivine Tachon, Jean-Michel Lidvine. Le gros coup de colère des pêcheurs du bassin d'Arcachon devant les affaires maritimes cet après-midi. Depuis 10 jours maintenant, ils sortent leurs bateaux pour aller ramasser le fioul et ils en ont encore récolté 10 tonnes ce matin en l'espace de 2 heures. Mais voilà, depuis qu'ils ne peuvent plus pêcher la palourde et que leurs bateaux sont réquisitionnés, les marins pêcheurs n'ont reçu aucune indemnisation. Là, on commence à avoir le bol, on a rencontré le sous-préfet aujourd'hui. Samedi, on a rencontré le préfet qui doit avoir des réponses concrètes pour lundi. On est mercredi, on n'a toujours rien.
pas un signe, et eux non plus. Ils sont vraiment désolés, c'est vrai qu'ils sont très emmerdés, le préfet et le sous-préfet. Mais nous encore plus, vous comprenez? Ils sont 75 à vivre exclusivement de la pêche sur le bassin, 75 à ne pas toucher 1 euro alors que le ramassage du fioul se fait à leurs frais. Pour un oiseau, ils donnent 12 000 francs. Nous, on n'a même pas 20 francs par jour, c'est inadmissible, quoi. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on va mettre un petit peu le bordel, parce que c'est peut-être même pas la solution, hein, mais il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'autrement... Aujourd'hui, les pêcheurs sont à bout et demandent une indemnisation journalière de 150 € par homme et 450 € par bateau. Si la situation n'évolue pas, ils refuseront désormais de remplacer les palourdes dans leur filet par les galettes d'hydrocarbures. Tous les moyens qui sont mis en œuvre de la Bretagne au Pays Basque pour lutter contre la marée noire sont sous la responsabilité d'un seul homme, le préfet maritime de l'Atlantique. Il gère 70% de la pêche française, un tiers du tourisme et la moitié de la plaisance. Il est aujourd'hui sur tous les fronts. Portrait signé Pierre Babet et Sybille Brombert. De Felcote et Béret Basque. Sur ces pontons, c'est un marin presque ordinaire. Presque, parce qu'ici à Brest, c'est le préfet maritime. Préfet maritime, c'est-à-dire chef militaire, mais surtout responsable de tout ce qui se passe en mer, du Mont Saint-Michel à la frontière espagnole. Le naufrage du Prestige, c'est pour lui. La lutte contre la pollution, la coordination des moyens européens, c'est lui, c'est sa bataille. Il la mène tambour battant depuis la préfecture maritime de Brest. La recette à la française, c'est ça, c'est de mettre sous une même casquette les responsabilités militaires qui font que l'ensemble des moyens de la marine nationale, très importants pour l'action de l'État en mer, sont immédiatement à disposition du préfet maritime. Il n'y a donc pas de conflit entre l'amiral qui commande les forces en Atlantique et le préfet maritime, puisque c'est le même. C'est une grande facilité. En dehors des crises comme le Prestige, si ma carrière est foutue, je postule pour ton poste. Hein, il y a le quotidien dans la zone maritime la plus exposée d'Europe. Ici, sur le rail d'Ouessant, passent 150 navires et surtout 700 000 tonnes d'hydrocarbures par jour. Et sur les 2500 km de responsabilité de l'amiral, il y a 5000 interventions par an au profit de tous les marins, sans distinction, civils, militaires, amateurs, professionnels. Préfet maritime, ça veut dire préfet de tous les marins? Oui, ça veut dire préfet de la mer. Ça veut dire en fait que ma clientèle est assez largement représentée ici, au moins en matière de sécurité en mer, puisque on a deux sortes de types d'activités. On a l'hiver, où notre principal souci sont les marins du commerce et les marins pêcheurs, et l'été, où le principal souci c'est les plaisanciers. Mais pour l'instant, le principal souci reste donc le Prestige, sa pollution, ses retombées politiques, ses retombées médiatiques. Et si par malheur la côte française était souillée comme la Galice, le préfet maritime passerait la main à ses collègues territoriaux. Mais pour l'instant, l'amiral est sur le pont 24 heures sur 24. À peine a-t-il le temps de lever le nez au départ du trophée Jules Verne. Geronimo qui est dehors, le bateau de Kersozon. Évidemment, il n'est pas sous mes ordres, mais rien de ce qui navigue ne m'est indifférent, et en plus Olivier est un copain. Mais Kersozon est quand même sous la responsabilité de l'amiral Garbrandt, puisque depuis Brest, sa zone atlantique court du pôle Nord jusqu'au Cap Horn. Une autre pollution est apparue cette fois au large de Boulogne-sur-Mer, près du Cap Grinet. Il s'agit d'une nappe de 4 km. Des analyses sont en cours pour savoir si elle provient d'un déballastage sauvage. Sport, décidément les filles sont au plus haut niveau dans le ski français. En snowboard, Isabelle Blanc et Karine Ruby ont respectivement décroché la médaille d'or et la médaille d'argent lors du slalom parallèle au championnat du monde de Kreisberg en Autriche. Et puis très belle victoire aussi pour Carole Montillet qui a remporté le Super G de Cortina d'Ampezzo, comptant pour la Coupe du Monde. C'est sur cette piste qu'il y a 2 ans, jour pour jour, son amie Régine Cavagnou s'était imposée en descente. Mathieu Méranville. Carole Montillet, heureuse et émue à la pensée de Régine Cavagnou décédée en 2001. Heureuse de l'emporter ici, comme Cavagnou il y a 2 ans. Alors, quand elle s'élance sur la piste de Cortina d'Ampezzo, la Française est plus décidée que jamais. Montillet a comme temps de référence celui de Renate Götschel, l'Autrichienne, véritable spécialiste du Super G. Elle prend tous les risques
Technique, rapide, à l'arrivée. La fille de Villard de Lans l'emporte avec une demi-seconde d'avance sur Götzschel. L'année commence bien pour Carole Montillet, qui signe là sa 3e victoire de la saison. Cinéma, vous avez peut-être vu les très beaux dessins animés, Le voyage de Chihiro et la princesse Mononoke du réalisateur japonais Miyazaki. Son premier film était inédit en France. 15 ans après, il sort sur les écrans, enfin. Richard Tripot. Au fait, moi je m'appelle Shita. Ah oui, Shita, c'est joli comme nom. Mais alors comment tu as fait? Comment est-ce que tu es tombée du ciel? Une petite fille prénommée Shita, descendue du ciel, un petit garçon orphelin qui travaille dans la mine. La rencontre de ces deux enfants, c'est celle de deux mondes, ceux du ciel et de la terre, avec un secret apporté par Shita. Tout là-haut, derrière les nuages, il y a un château, une forteresse convoitée par des puissances maléfiques. Il est dans ma famille depuis des générations. Dans cet univers fantastique, cher au réalisateur japonais, Shita et Puzo vont s'envoler vers les étoiles, vaincre les forces du mal et bien sûr, retrouver le château perdu. Réalisés dans les studios de Tokyo, les histoires et les dessins de Miyazaki sont inspirés par des auteurs européens comme Dickens, Swift ou Jules Verne, mais aussi par ses propres voyages. Au cours d'un voyage ou d'une promenade, il y a des choses qui me frappent et je me dis, tiens, je les utiliserai bien la prochaine fois. Du coup, dans mon prochain film, il y aura des paysages de Patagonie et du Kazakhstan. L'univers de Miyazaki est tel qu'un véritable musée lui est désormais consacré à Mitaka, près de Tokyo. Un endroit où les enfants peuvent retrouver les personnages de Chihiro, Mononoke, Totoro et autres robots, comme celui-ci, issu de son dernier film. Quand j'étais jeune, je voulais être philosophe parce que j'étais préoccupé par tous les problèmes du monde. Mais en voyant ma tête, je me suis dit que j'avais plutôt l'air réjoui. Alors j'ai abandonné la philosophie. Cet amour de la philosophie, Miyazaki l'a mis au service de la beauté de ses films. Avec un scénario d'une grande richesse, l'alternance d'action et de repos, d'humour et de gravité, ce château dans le ciel nous fait rêver et réfléchir. Tout de suite, les titres de votre région, la météo complète de Jean-Marc Souamy. Prochain rendez-vous avec la rédaction, 22h50, soir 3. Laurence Mobilier, excellente soirée, merci, bonsoir.